Bonjour à tous, merci d'être présents ce matin au deuxième café RH, notre rendez-vous, notre nouveau rendez-vous mensuel consacré au sujet RH. Donc, la première édition a été un succès. On espère que la deuxième édition de ce mois-ci va être autant appréciée que la première. Donc, un sujet ce mois-ci tout à fait d'actualité. Donc, le règlement intérieur en pharmacie. Ça vous a finalement beaucoup intéressé parce que vous êtes fort nombreux, plus d'100 ce matin à vous être inscrits. Voilà, donc je me présente, Véronique Fontaine, cofondatrice de 24/7 Services, spécialisée en ressources humaines, mais aussi passionnée par l'être humain, sa complexité, mais aussi sa grande richesse. Et nous avons le grand plaisir, et j'ai même envie de dire l'honneur, d'accueillir ce matin Maître Jaboulé, qui va nous traiter d'un sujet tout à fait d'actualité. Donc, je vais vous laisser entre bonnes mains avec M. Jaboulé. Au niveau des questions, je pense que ça va probablement susciter plusieurs questions. Donc, vous pouvez me les écrire sur le chat. On va soit les laisser pour la fin ou si je vois que ça rentre dans le sujet au moment opportun, ben, je me permettrai d'intervenir. Voilà. Donc, ben, bon, c'est parti. On en a pour 30 à 45 minutes ce matin. Donc, Maître Jaboulé, je vous cède la parole si vous voulez peut-être d'abord vous présenter, puis on est avec vous ce matin. Merci, merci Véronique. Bonjour à tous. Merci d'assister à ce café RH. Je suis très honoré de l'animer avec vous. Donc je m'appelle David Jaboulé, je suis avocat au barreau de Lyon depuis 25 ans, spécialisé en droit du travail et j'interviens énormément, dans le cadre de conseils employeurs et particulièrement dans les secteurs de la santé. J'ai beaucoup de clientèle de pharmaciens et également des cabinets de chirurgie dentiste, des cabinets médicaux généralistes, voire des pôles santé, dans les hôpitaux. Mais beaucoup, beaucoup de clientèle de pharmaciens et c'est cette clientèle-là, a une particularité, c'est que, elle réunit en général des petites structures. Elles exercent dans des petites structures qui embauchent entre, 0 et 10 salariés maximum. Elles sont relativement dépourvues, de DRH, de responsables du personnel et de conseils, si ce n'est avec leur expert comptable. Mais l'expert comptable est un professionnel du chiffre et pas du droit et leurs conseils peuvent avoir des limites en matière de droit du travail. Donc j'interviens beaucoup à leur côté pour les conseiller, au quotidien et une question, revient très souvent effectivement, c'est celle, du management, comment, bien, gérer son personnel et sous ce prisme-là, je me suis aperçu que la notion de règlement intérieur avait tout son sens et toute son importance. Je pense qu'on peut commencer le sujet, Véronique, c'est bon? C'est parti, allons-y. C'est parti. La question qu'on a posée, c'est, règlement intérieur, outil indispensable, est-ce que c'est un outil de management ou une contrainte? Heu, la réponse que je vais vous apporter in fine et je vais vous la démontrer, c'est effectivement pour moi un outil indispensable, dans le cadre de vos structures. Alors pourquoi? La loi prévoit que, en principe, un règlement intérieur n'est obligatoire que pour les entreprises qui embauchent plus de 50 salariés. Alors, heu, j'allais dire que, pour eux, c'est même pas une contrainte, c'est une obligation, mais pour vous, un règlement intérieur a tout son sens et je dirais qu'un règlement intérieur a encore plus de portée, plus d'utilité et plus de nécessité dans les entreprises qui embauchent moins de 50 salariés. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, vous avez, un CSE, vous avez un DRH, vous avez, tout un tas de normes à respecter en matière d'hygiène, de santé, sécurité et cetera, qui de toute façon fait que le règlement intérieur est un plus, mais j'allais dire que dans, le millefeuille de ça va pas franchement aider le chef d'entreprise plus que les autres normes. Alors que dans une pharmacie particulièrement, ce document va vous permettre de véritablement, créer un outil de management pour vos salariés. Pourquoi? Le règlement intérieur,
Ce n'est pas un document qu'on fait n'importe comment. C'est un document qui a un pouvoir, qui a une véritable valeur normative. C'est un règlement qui est créateur de droit, qui doit obéir pour cela à des conditions de forme et des conditions de fond très strictes. Mais une fois que vous l'avez, cet outil-là va vous permettre de vous déresponsabiliser quelque part. C'est-à-dire que vous avez un salarié qui va vous dire, bah, écoutez, voilà, moi, je souhaite travailler avec telle et telle tenue. Est-ce que ça vous pose un problème? Vous allez pouvoir lui dire, écoutez, le règlement intérieur de la pharmacie est très strict. Il interdit de porter des signes ostentatoires. Il vous permet il vous interdit ce qui vous permet, vous, en tant que chef d'entreprise, en tant que pharmacien, quelque part, faire porter la responsabilité de l'interdiction que vous allez nommer sur un règlement intérieur qui, lui, n'est pas contestable. Il n'est pas contestable parce qu'il respecte des règles de droit, il a un pouvoir normatif, et vous l'avez fait adopter selon des conditions de forme, avec un dépôt au Conseil de prud'homme, un visa de l'inspecteur du travail qui fait que ce règlement s'impose à tous les salariés, sans indifférence. Il émet des règles qui sont générales et permanentes dans l'entreprise. Vous vous reposez dessus. C'est un document d'information pour le salarié et personne ne peut aller à l'encontre de ce règlement intérieur. Alors, les règles sont, je vais vous en dire quelques mots évidemment. Il ne s'agit pas d'aller dans des règles extrêmement précises. Encore une fois, elles doivent être à portée générale et d'application permanente dans l'entreprise. Le reste des règles sur la nature du poste, sur la durée du travail, sont des règles qui sont prévues dans le contrat de travail, qui doivent être prévues dans le contrat de travail et pas dans le règlement intérieur. Mais voilà, ce règlement intérieur, à partir du moment où il est rédigé avec minutie, qu'il respecte un cadre légal strict, eh bien, c'est un véritable outil pour vous qui va vous permettre de manager sans stress, sans crainte et d'appliquer des règles sur lesquelles vous n'avez même plus besoin de vous justifier. En vous disant, bah voilà, moi, en tant que pharmacien, je suis pour telle et telle liberté contre telle et telle tenue. Non, non, il n'y a plus ce problème-là. Ça va se régler par le règlement intérieur, ce qui permet cette déresponsabilisation et donc, pour moi, un outil objectif de management qui est mais, hyper important dans les petites structures et particulièrement celles qui sont destinées à recevoir de la clientèle ou de la patientèle. Donc particulièrement en faveur des pharmacies d'officine. Alors, le règlement intérieur, je vous disais, pour que ce soit un outil de management et non pas une contrainte ou un simple document qui n'aura aucune valeur, il faut qu'il respecte des règles de forme et de fond. La première des règles, c'est comment je vais le rédiger. Contrairement à ce que vous pourriez éventuellement penser aux idées reçues, un règlement intérieur, ça ne peut pas contenir n'importe quelle clause. Voilà, c'est ce slide-là, ouais. Vous avez un code du travail, donc issu des lois sur le droit du travail, qui vous disent, voilà, le règlement intérieur doit obligatoirement comporter les clauses suivantes. Et c'est une liste exhaustive. Les règles d'hygiène et de sécurité, les dispositions relatives au harcèlement moral et sexuel et aux agissements sexistes, les dispositions relatives à la discipline et aux droits de la défense des salariés, dispositif de protection des lanceurs d'alerte, excusez-moi, c'est à la mode, c'est une clause obligatoire dans un règlement intérieur. Sa date d'entrée en vigueur et je mets le cas échéant, mais c'est extrêmement important, le principe de neutralité qui est prévu depuis une loi de 2016 en fait. Alors je vais vous faire des petites explications sur ces clauses-là, mais assez rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Je vous proposerai en fin d'intervention, en fin de partie, 3 clauses qui me semblent les plus importantes pour vous, pharmaciens, à savoir la clause de neutralité, les fouilles des salariés, les problèmes de drogue, d'alcool et de vol. Comment vous pouvez justement aborder ces problématiques-là lorsque vous avez un règlement intérieur et comment les aborder si vous n'en avez pas. Alors, s'agissant d'abord des clauses obligatoires, bon, c'est assez simple, hein, mais je passe rapidement. Les règles d'hygiène et de sécurité, bah, écoutez, c'est tout ce qui concerne les consignes de sécurité qui doivent être respectées par les salariés, mais également l'état de santé des salariés et la protection de leur santé dans un contexte de travail. Vous savez qu'aujourd'hui, l'obligation de santé-sécurité pèse sur l'employeur vis-à-vis de leurs salariés. C'est une obligation de moyens renforcés. C'est aujourd'hui extrêmement important puisque vous avez cette obligation-là afin de réduire au maximum les accidents du travail au sein de votre entreprise. L'environnement pharmacie n'est pas un environnement
dangereux au sens du Code du travail, mais cette clause est obligatoire. Vous avez également toutes les règles relatives à la discipline. Alors, on ne peut pas faire une liste d'interdictions dans un règlement intérieur, mais vous pouvez parfaitement vous dire que le règlement intérieur va pouvoir comporter des clauses en cas d'absence, de retard, comment réagir, comment faire, qu'est-ce que doit respecter le salarié. Un salarié préparateur en pharmacie, par exemple, peut se voir interdire par le règlement intérieur, s'il est en relation avec la clientèle parce il a un poste de vente, et bien de quitter son poste sans avertir son supérieur hiérarchique, et également qu'il doit respecter, par exemple, les horaires d'ouverture de la pharmacie. Ça, c'est tout à fait possible dans les règles de discipline d'une pharmacie. En revanche, vous ne pouvez pas mettre les horaires de travail dans un règlement intérieur, ce qui en plus serait une erreur, puisqu'en cas de modification de ces horaires, il faudrait revoir le règlement intérieur avec tout le formalisme, et ça vous enlèverait toute la souplesse, justement, du règlement intérieur. Parce que le fait d'édicter des règles générales et permanentes de l'entreprise vous permet d'avoir finalement un document extrêmement souple et qui s'adapte à toutes les situations. Vous allez pouvoir prévoir dans ces règles de discipline la nature et les échelles des sanctions. Le salarié va être informé qu'en cas de faute de sa part, il pourrait être sanctionné. Alors, de la plus basse des sanctions, à savoir le blâme, en passant par l'avertissement, la rétrogradation professionnelle, la mise à pied disciplinaire et puis le licenciement. On prévoira également dans le règlement intérieur les droits de la défense du salarié, c'est-à-dire en fait tout simplement la possibilité pour lui de se faire assister en cas d'entretien préalable. Les clauses relatives au harcèlement, alors c'est des clauses types, là, je ne vous mens pas. Le législateur a tenu depuis de nombreuses années à ce qu'il y ait dans un règlement intérieur la notion de harcèlement moral, la notion de harcèlement sexuel et la notion de comportement sexiste. Ça, c'est plus destiné à l'information des salariés, mais ça permet également de rappeler à l'employeur que ces règles-là, à partir du moment où elles font partie du règlement, elles ont un caractère normatif, et je dirais que ça permet dans une société, dans une entreprise, à ce que tout le monde se rappelle que ces règles existent et qu'il faut les respecter évidemment. Vous avez donc le dispositif des lanceurs d'alerte, c'est la protection de ceux qui vont dénoncer des faits illicites au sein d'une entreprise, clause obligatoire, mais je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. C'est une clause qui est complètement formelle, mais qui est obligatoire. Si vous ne la mettez pas dans le règlement intérieur, vous vous ferez retoquer par l'inspection du travail. Enfin, la date d'entrée en vigueur et puis le principe de neutralité. Le principe de neutralité, extrêmement important, mais je vous en parlerai dans les exemples que je vous donnerai à la fin, parce que ça sera beaucoup plus pragmatique pour vous de comprendre le sens et la portée de cette clause-là. Voilà les clauses que vous devez mettre dans un règlement intérieur. Toutes les autres clauses sont interdites. Donc, ce n'est pas la peine de faire preuve de beaucoup d'imagination et de vous dire, voilà, finalement, je vais rajouter, par exemple, un règlement sur le parking extérieur, l'utilisation des parties communes de la pharmacie, ou aller sur le terrain de la durée du travail, ou tout un terrain d'interdiction fait aux salariés. Ça ne sert à rien. Vous risquez, dans le cadre du pouvoir de contrôle de l'inspection du travail, de vous faire retoquer, et deux, si jamais cette clause était insérée dans le règlement intérieur et qu'elle y restait, parce que l'inspecteur du travail n'aurait pas vu la problématique, si vous sanctionnez un salarié sur la base d'une clause qui n'est pas conforme, de vous faire retoquer cette fois-ci par le conseil de prud'homme en cas de contentieux. Les seules limites en dehors de celle-ci, et sur les clauses qui sont autorisées, finalement, ce sont des limites de bon sens. Ce que vous ne pouvez pas mettre dans un règlement intérieur, ce sont des clauses qui ne seraient pas conformes aux lois, au code du travail, mais également aux accords collectifs, c'est-à-dire convention collective de la pharmacie d'officine, par exemple. Alors, exemple concret, vous avez vos pharmaciens, vos préparateurs en pharmacie, vos salariés de manière générale qui ont droit à des primes, une prime d'équipement ou la prime polyglotte. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette prime-là, qui oblige d'ailleurs un pharmacien à verser à son salarié qui parle une langue étrangère et qui l'utilise dans un contexte professionnel, à lui verser une prime. Vous ne pourriez pas, dans un règlement intérieur, priver les salariés de ces primes-là, primes d'équipement et primes polyglottes, en vous appuyant sur le fait que ça fait partie du règlement intérieur. À partir du moment où c'est contraire à la convention collective, ça ne serait pas possible. Maître Jaboulé, pardon, il y a une question. Visiblement, le règlement intérieur doit être visé par l'inspection du travail. Donc, je pense Alors,
C'est, effectivement, j'aborde ça juste après, en fait, hein. C'est dans le cadre de la procédure d'établissement du règlement intérieur. Une fois que vous l'avez rédigé, votre règlement intérieur, vous avez bien mis les clauses que je viens de vous citer, eh bien, vous avez une obligation de dépôt et publicité. On envoie l'exemplaire du règlement intérieur à l'inspecteur du travail, Mmh. qui va exercer un pouvoir de contrôle a priori, c'est-à-dire avant son entrée en vigueur. Il va avoir le pouvoir de retirer des clauses ou de vous faire réécrire une clause si elle ne correspond pas au texte du code du travail. C'est une obligation. De toute façon, vous avez cette obligation-là. Parallèlement, il faudra envoyer ce règlement intérieur pour publicité au secrétariat greffe du conseil de prud'homme dont vous dépendez. Et puis, il y aura une troisième formalité, c'est évidemment de l'afficher dans l'entreprise et de le porter à connaissance par tout moyen à tous vos salariés. Ces trois règles sont hyper importantes parce que si vous ne le faites pas, les règlements intérieurs sont inopposables. Et je vous expliquerai dans le cadre des sanctions les conséquences d'une inopposabilité d'un règlement intérieur. Mais oui, vous avez l'obligation de le faire viser par l'inspecteur du travail. Vous pouvez d'ailleurs demander un rescrit aussi à l'administration du travail. C'est-à-dire que vous pouvez interroger l'inspecteur du travail en disant, voilà, j'ai fait ce règlement intérieur, j'ai un doute sur cette clause, ou je le souhaiterais en faire un, expliquez-moi comment faire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je pourrais répondre tout de suite? On peut la poser tout de suite ou à la fin, Medjaboulé. Il y avait une question par rapport au montant financier de la rédaction, mais je sais qu'on aborde ces questions Oui, du comment à la fin, donc on oui, pourra soit le traiter tout de suite ou à la fin. aucun problème. Alors, sur la rédaction du règlement, donc je vous ai indiqué toutes les clauses obligatoires, toutes les clauses interdites avec les limites de manière très succincte, mais évidemment la rédaction, en fait, la rédaction du règlement, en français obligatoirement, éventuellement avec des traductions, doit être hyper minutieuse. En fait, c'est un vrai travail de droit. Je vous le dis, ne faites pas rédiger votre règlement intérieur par n'importe qui. Ne prenez pas un modèle sur internet, mais alors surtout pas. Quand vous allez chez le médecin, vous ne faites pas un diagnostic internet, vous allez chez le médecin. Moi, quand j'ai une prescription médicamenteuse, je ne m'aventure pas à aller acheter sur internet, je vais voir un pharmacien. C'est des règles de bon sens, mais très sincèrement, un expert comptable, par exemple, qui rédige un règlement intérieur, a l'expérience éventuellement avec son secteur social d'avoir des gens qui ont des troisième cycles en droit du travail, sauf que ces gens-là n'ont jamais mis les pieds dans un conseil de prud'homme. Et en réalité, l'interprétation des règles et la connaissance de la jurisprudence des tribunaux vous permettent de faire des règlements intérieurs au cas par cas. Mm. J'ai des modèles de règlement intérieur, mais pour chaque pharmacien, je rédige un règlement intérieur qui est complètement adapté, notamment aux locaux de l'entreprise. Vous avez des pharmacies qui ont des espaces fumoirs, d'autres pas. Des pharmacies qui ont des casiers privés pour les salariés, d'autres pas. Si vous rédigez n'importe quoi, n'importe comment, en réalité, vous pouvez me dire c'est pas très important. Il y a mis qu'il y avait des casiers, il n'y en a pas. Sauf que si vous organisez une fouille et que la fouille est prévue dans des casiers, des salariés, et que vous n'en avez pas, ben en fait, votre règlement intérieur, il tombe sur cette clause-là. Vous ne pourrez jamais faire de fouille. Donc, si vous voulez, la minutie de la rédaction des clauses, et Dieu sait qu'en droit, chaque mot a son importance, et vous le verrez avec la clause de neutralité, la minutie de la rédaction est extrêmement importante. C'est la raison pour laquelle il faut confier la rédaction d'un règlement intérieur. Si vous souhaitez qu'il prenne tous ses effets et qu'il ait tous ses effets, qu'il ne soit jamais remis en question, il faut le faire rédiger par un professionnel du droit, en l'occurrence un avocat en droit du travail, c'est clair. Même pas un avocat qui n'aurait aucune compétence en droit du travail, c'est pas possible. Il faut vraiment prendre quelqu'un qui sache que c'est qu'un règlement intérieur et qui sache rédiger les clauses d'un règlement intérieur. Et j'ai Il va entendu vous... Oui, Medjaboulé, euh, en- un avocat, c'est pas pour vous, mais qui connaît la pharmacie, donc qui connaît le terrain, ça reste encore c'est plus encore mieux. C'est la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que les questions que moi je vais poser à mes clients pharmaciens, je sais comment ils sont organisés, je sais comment ils travaillent, je sais ce qu'est un préparateur en pharmacie, je sais quelles contraintes ils ont, et effectivement, je vais aller tout de suite à l'essentiel pour rédiger un règlement intérieur qui leur soit, enfin, qui soit impeccable pour eux, quoi. Ça, c'est ouais. sûr. J'avais une question, Medjaboulé. Est-ce qu'on peut indiquer une limite d'accès à des sites Internet non professionnels, donc cadrer l'utilisation d'Internet à Alors, l'officiel? Ça rentrait dans ce cadre-là. pas dans un règlement intérieur. OK. Pour ça, il faut, vous l'intégrer dans une note de service, dans un, contrat de travail ou dans une charte informatique. Mais cette clause-là, n'a rien à voir n'a rien à faire dans un règlement intérieur parce qu'elle n'est pas relative, heu, à la discipline. La discipline, encore une fois, hein, c'est uniquement les règles qui s'appliquent, heu,
en cas de faute, mais on ne définit pas la faute dans un règlement intérieur. Donc, tout ce qui est problématique informatique fait partie d'un autre document. Parfait. J'espère que ça répondait à votre question. Super, merci. D'ailleurs, en fait, ces sites internet, enfin, je veux dire, à partir du moment où vous avez un salarié qui a un comportement déviant sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail, en allant sur des, quand je dis déviant, attention, hein, c'est quand il va sur des sites internet qui sont hors professionnels, Oui. pas forcément déviant au sens où on pourrait l'entendre. De toute façon, ça constitue une faute et quelque part, c'est un salarié qui est sanctionnable, même sans règlement intérieur. D'où finalement, l'absence de nécessité de faire figurer cette clause dans un règlement intérieur, ce qui n'est pas le cas des autres. Oui. Alors sur les dépôts publicités, mécanismes de contrôle, je vous en ai parlé, hein, obligatoirement adresser, a priori, un exemplaire du règlement intérieur à l'inspection du travail dont vous dépendez, au secrétariat greffe du conseil de prud'homme. Une fois qu'on a fait ces dépôts et ces mesures de publicité, le règlement intérieur va rentrer en vigueur au sein de l'entreprise. 1 mois au moins après la dernière formalité accomplie. L'inspecteur du travail peut venir vous retoquer. Bon, moi, j'ai jamais eu de problématique avec ça, puisque je les rédige correctement. Donc justement, les inspecteurs du travail n'ont pas eu à revenir sur les clauses que j'avais rédigées. Mais voilà, ces formalités sont obligatoires. Si vous ne le faites pas, si vos clauses sont mal rédigées, si vous mettez des clauses hors règlement intérieur et que vous appliquez une sanction sur la base d'une telle clause, si vous n'avez pas déposé l'inspection du travail, si vous n'avez pas respecté ces formalités-là, la sanction, c'est quoi? Alors déjà, vous avez une sanction pénale. C'est une amende de 4e classe, c'est, je crois, 4 000, entre 3 700 et 4 750 €, j'ai un petit doute, d'amende, qui peut être relevée par l'inspecteur du travail si vous avez un règlement intérieur qui est pas conforme, aux lois et règlements. Mais je dirais que ça, à la limite, c'est assez rare. En revanche, ce qui peut arriver, ce qui est beaucoup plus gênant, c'est que un employeur, un pharmacien va licencier un salarié sur la base, par exemple, de la violation de l'obligation de neutralité, du règlement intérieur. Si votre clause est mal rédigée, si vous n'avez pas déposé votre règlement intérieur, l'avocat du salarié, en tout cas moi c'est ce que je ferais, j'exigerais de l'employeur, devant le conseil de prud'homme, qu'il me produise la preuve qu'il a déposé son règlement intérieur auprès de l'inspection du travail, qu'il l'a déposé au greffe du conseil de prud'homme, ou qu'il l'a porté à la connaissance des salariés. Et une fois que j'aurai une copie du règlement intérieur avec toutes ces formalités-là, je regarderai comment a été rédigée la clause. Si les formalités ne sont pas respectées, la conséquence est la sanction civile, c'est l'inopposabilité du règlement. À partir du moment où le règlement est inopposable au salarié, parce que ces formalités n'ont pas respecté ou parce qu'il était mal rédigé, et ben la sanction, elle est plus valable. C'est-à-dire que vous avez licencié un salarié, le licenciement, il n'est même pas abusif, il est nul. Si vous l'avez notamment licencié parce que vous aviez du prosélytisme religieux ou politique ou philosophique sur le lieu de travail alors que c'est interdit par la clause de neutralité, vous avez licencié votre salarié en raison d'une opinion politique, religieuse ou philosophique, c'est parfaitement possible avec le règlement intérieur qui prévoit ça. Si la clause est mal rédigée ou que le règlement intérieur n'est pas opposable au salarié parce que vous n'avez pas respecté les formalités de publicité, votre licenciement est nul. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre un licenciement abusif et nul. Un licenciement abusif, vous serez condamné des dommages et intérêts dans le cadre d'un barème légal, en fonction de l'ancienneté du salarié. En revanche, si votre licenciement est nul, ça veut dire que votre salarié peut demander sa réintégration et il l'obtiendra si le conseil de prud'homme fait droit à cette demande. Et là, je vous laisse imaginer l'ambiance au sein de la pharmacie dans un tel cas. Mais en plus, vous devrez l'indemniser. Et l'indemnisation, elle est calculée sur la base des salaires qu'il a perdus entre sa demande de réintégration et le jour où il est intégré. Une procédure prud'homme, ça prend 24 mois. Voilà. Donc, vous avez compris que l'indemnisation, ça portera sur 24 mois. Et en plus, vous devrez intégrer un salarié que vous ne voulez plus. Donc, extrêmement important. Excusez-moi de vous couper. J'ai 2 questions. Un peu une demande de précision. Donc, je n'arrive pas à bien saisir la différence entre le droit du travail et le règlement intérieur. Donc, la distinction finalement entre les deux. Et la deuxième question qui va aussi dans ce sens-là. Donc, si on a une note interne signée par tous les salariés sur les modalités de congé et que ce n'est pas respecté, est-ce que cette note a de la valeur? Donc, je pense qu'il y a une incompréhension entre le droit du travail et Oui. le règlement Alors, intérieur.
Merci il faut beaucoup. bien comprendre que le droit du travail a plusieurs sources. C'est dans la hiérarchie des normes, hein. Vous avez la loi, donc c'est la loi, elle est codifiée dans le code du travail. Vous avez la convention collective, qui est un contrat privé entre les partenaires sociaux et qui vous impose d'appliquer des règles dans votre branche d'activité. Vous avez des accords d'entreprise, les contrats de travail et puis les notes de service, les chartes, etc. Toutes ont de la valeur. Le règlement intérieur est au-dessus. Il est au-dessus, mais il ne peut pas prévoir les choses que vous pouvez prévoir dans une note de service. La réglementation sur les congés, bon, en dehors du code du travail et de la convention collective qui sont déjà assez précis, vous pouvez parfaitement effectivement prévoir par note de service un ordre de départ en congé. Si ce n'est pas respecté, ça veut dire que vos salariés n'ont pas respecté un pouvoir de décision de l'employeur. C'est une faute. Donc, je dirais que le règlement intérieur ne règle, c'est pas son problème. Ça va pas régler ça. Le règlement intérieur est surtout là pour la discipline de l'entreprise et tout ce qui est santé, hygiène, sécurité. Mais véritablement, sur ces notions de congés payés et de droit du travail pur, c'est-à-dire heu, de droit obligation des salariés vis-à-vis de leur supérieur hiérarchique, le règlement intérieur sera un plus, mais une note de service peut parfaitement le régler également. Parfait. Est-ce que beaucoup de pharmacies ont un règlement intérieur? Bah non, c'est bien le problème. Très peu, très peu et La pour moi, c'est présentation d'aujourd'hui. pardon? D'où la présentation d'aujourd'hui. Oui, ouais, Pour ouais, ça. c'est tout l'intérêt de cette présentation parce que, Oui. c'est difficile d'être convaincant dans le cadre d'une visioconférence, mais très sincèrement, on va aborder la dernière partie de l'intervention sur les clauses concrètes parce que ça vous parlera peut-être plus et je pense que là, on touche vraiment le cœur de la problématique. En fait, alors, on a pris sur la dernière partie du slide, voilà. Que faire si un salarié exprime ses appartenances politiques, religieuses de manière ostentatoire au sein de la pharmacie? Bon, le problème est le suivant. En 2014, vous avez l'arrêt de la Cour de cassation dit crèche Babilou. Une salariée en retour de congé maternité se présente avec le voile islamique sur son lieu de travail dans une crèche et l'employeur l'a licencié pour faute grave, en se basant sur les dispositions de son règlement intérieur. La Cour de cassation a très nettement dit le licenciement est parfaitement valable parce qu'il est prévu par un règlement intérieur. Ça veut dire qu'à défaut, vous ne pouviez pas le licencier pour ce motif-là. En 2016, une loi est venue valider cette jurisprudence en disant qu'effectivement, un règlement intérieur, alors le texte du Code du travail, c'est L 1321-2-1 du Code du travail qui vous dit que le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. Deux remarques. La première, c'est que voilà, vous êtes pharmacien, vous avez une salariée intérimaire qui vous téléphone ou une candidate à un poste de préparatrice en pharmacie qui vous téléphone et qui vous dit: «Voilà, je porte le voile, est-ce que ça vous pose un problème?» Si ça ne vous pose pas de problème, il y a pas de problème. Je veux dire, on ne va pas en chercher là où il y en a pas. Heu, Si ça pose un problème, pour tout un tas de raisons objectives, hein, la neutralité, le rapport avec la clientèle, les autres salariés, il vous suffit de dire: «Bah, écoutez, c'est le règlement intérieur de la pharmacie ne le permet pas, puisque nous exigeons au sein de la pharmacie un devoir de neutralité totale. Donc vous avez une neutralité politique, religieuse et philosophique. Donc le règlement intérieur de la pharmacie ne vous permet pas de vous présenter sur votre lieu de travail avec un voile». Déresponsabilisation, vous mettez de côté vos propres convictions pour faire reposer sur un document normatif que vous avez rédigé qui s'appelle le règlement intérieur. Et deuxième chose, vous avez cette interdiction qui est claire et non équivoque. Il faut rédiger correctement la clause. C'est ce que vous dit la loi aussi, hein. Il n'est pas question de dire on interdit toute manifestation religieuse, politique et philosophique. Ça, c'est pas possible. En revanche, interdire le port de signes religieux pour les salariés qui sont en contact avec la clientèle, pour tel et tel motif, ça c'est parfaitement possible. D'où la nécessité, excusez-moi, de rédiger correctement la clause du règlement intérieur. Mais quelle Alors, qualité, qu'est-ce qui se en fait, passe? c'est la neutralité, là, on parle du voile, mais c'est pour tout signe religieux, en fait, La kippa, tout. la soutane de prêtre, mais c'est également le prosélytisme politique.
en dehors des fonctions que pourrait avoir un délégué syndical. Si quelqu'un vient demain dans une pharmacie et qui parle politique toute la journée et qu'il essaye de convaincre les patients, les clients, les autres salariés de telle ou telle conviction politique, évidemment, cette clause s'applique et a tout son sens. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas cette clause, si vous n'avez pas de règlement intérieur? Est-ce que vous pouvez licencier le salarié qui se présente en tenue religieuse? Ça va être très compliqué, pour ne pas dire impossible. Très compliqué parce qu'il va falloir que dans votre lettre de licenciement, vous ne visiez pas spécifiquement la tenue, mais que vous visiez le trouble apporté à l'entreprise. Et que dans le cadre d'un conflit prud'homal, il va falloir être capable de démontrer ce trouble par des témoignages, des attestations. La preuve est libre, mais c'est extrêmement compliqué. Donc, vous risquez de vous prendre un licenciement nul ou abusif parce que vous n'avez pas eu de règlement intérieur. Si vous avez la clause et qu'elle est bien rédigée, c'est terminé, il n'y a plus de débat. Le règlement intérieur le prévoit. Vous ne l'avez pas respecté, évidemment à condition de prouver qu'il ne l'a pas respecté, mais ça ne pose pas trop de difficultés. Et à ce moment-là, le licenciement a un socle solide. J'ai une Vous avez bonne fait tout le travail. J'ai une bonne question, M. Jaboulé, par rapport aux opinions. Quelqu'un demande salarié anti-vaccin qui exprime, j'imagine, ses opinions de façon Alors, publique. C'est une dans bonne les question. opinions, oui, on peut considérer que c'est une opinion ostentatoire philosophique. On peut très considérer que les antivax, si en plus on arrive sur le terrain du complotisme, évidemment, on peut parfaitement prévoir ça dans le règlement intérieur, oui, tout à fait. C'est une bonne question, oui. Alors attendez, sans aller sur la précision anti-vaccin, parce que là, vous catégorisez Oui, un comportement oui, et un type particulier de personnage, et ça, c'est interdit par le règlement intérieur. Encore une fois, il faut que l'interdiction soit générale et permanente, et qu'elle soit proportionnelle au but recherché. Donc, on ne peut pas, si vous interdisez le port d'un signe religieux uniquement sur les catholiques, vous allez vous faire retoquer. Mm. C'est pas possible. Il faut que l'interdiction soit générale, permanente, proportionnelle au but recherché et dans le respect des droits fondamentaux. C'est une rédaction qui pose aucun problème à un professionnel du droit. Mais si cette rédaction est mal faite, votre clause, elle tombe, quoi. D'où la nécessité de la rédiger correctement. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Mon salarié semble sous l'effet de l'alcool ou de drogue. Quels sont mes droits? Alors, pareil, alcool, drogue. Le principe en droit français, bah, la drogue, c'est illégal, c'est une sanction pénale, donc interdit. L'alcool, c'est permis. Vous avez une autorisation de principe d'amener de l'alcool sur votre lieu de travail, mais évidemment sous des conditions hyper restrictives et à condition de ne pas être en état d'ébriété. Mais vous pouvez, lors d'un repas, boire un verre de vin, ça ne posera pas de problème en termes de discipline dans l'entreprise. Mais votre règlement intérieur peut prévoir des schémas stricts dans lesquels il est possible ou pas de consommer de l'alcool. Et vous avez donc un salarié qui arrive et qui est en état d'ébriété ou manifestement pas dans son état normal sous l'influence de stupéfiants. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous n'avez pas de règlement intérieur, absolument rien, à part le convoquer à l'entretien préalable et en vous appuyant sur des témoins, en vous disant que ce jour-là, il était pas dans son état normal et qu'il a troublé objectivement le fonctionnement de l'entreprise et que c'est un motif éventuellement de licenciement. Si vous avez un règlement intérieur qui le prévoit, vous pourrez procéder aux fouilles et aux recherches appropriées, à savoir les tests éthylotests, les tests urinaires et salivaires pour les stupéfiants, vous pourrez le faire, à condition évidemment que vous ayez des contre-pouvoirs dans l'intérêt du salarié. Donc il faut la présence d'un témoin, il faut que les résultats des tests soient gardés secrets, c'est-à-dire entre vous et le salarié concerné. Il faut qu'il y ait une possibilité pour le salarié de se défendre, c'est-à-dire d'avoir une contre-expertise éventuellement. Mais tout ça, à partir du moment où c'est écrit, vous avez un salarié qui manifestement n'est pas dans son état normal, vous avez la possibilité de procéder à un test. Et il peut s'y opposer évidemment, mais le fait de s'y opposer constituera une faute. Et vous pourrez encore une fois, comme la clause de neutralité, à partir du moment où cette clause est dans le règlement intérieur, vous pourrez avec beaucoup plus de facilité sanctionner un comportement fautif que si vous n'aviez pas ce règlement-là. Mais Pareil, oui. oh, pardon, j'ai des super bonnes questions. Je pense que ça faisait le lien avec le point précédent. En l'absence du titulaire, qui fait appliquer le règlement intérieur? Donc, par exemple, pour les signes ostentatoires, si, et là, c'est
dans le cas qui nous intéresse, si c'est un pharmacien qui remplace le titulaire notamment. Donc, soit dans un cas où il y a un règlement intérieur ou pas. Alors, Comment les titulaires gèrent ça? alors les titulaires, ils sont, à partir du moment où ce sont les supérieurs hiérarchiques du salarié concerné, ils ont tout pouvoir. Ils ont le pouvoir de faire, appliquer les directives de l'employeur, donc les règlements intérieurs, les notes de service, les usages de l'entreprise, le contrat de travail, les horaires de travail, aucune difficulté. Et s'il n'y a pas de règlement intérieur, ben, c'est ce qu'on disait précédemment, ben, Mais en fait, ça n'a rien à voir avec la présence ou pas du titulaire. Le défaut de règlement intérieur, de toute façon, va poser un problème OK. sur ces, particularités-là, ça c'est sûr. Une autre question, est-ce qu'il est utile et important de rédiger un règlement intérieur pour les associer entre eux? Donc, Non. j'espère non. OK. Non, non, mais c'est pas possible. En fait, entre les associés, c'est une charte d'associés, qui en ça regarde le droit des sociétés, pas le droit du travail. Le règlement intérieur est un élément de droit du travail, donc ça ne s'applique que dans les relations entre employeurs et salariés. Parfait. Merci. Ben, peut-être Et juste en fait, je pense que la question était si le titulaire était absent et que le remplaçant, se présentait avec un signe ostentatoire. Je pense que j'ai bien compris votre question, Hélène. Quels étaient le remplaçant, c'est un salarié. ben, c'est par exemple un remplaçant, de notre équipe, par exemple. Ouais. Ben, vous nous appelez, Hélène, et c'est nous qui gérons. À Voilà. partir du moment où il est salarié de la pharmacie, il ne respecte pas le règlement intérieur. S'il ne respecte pas le règlement intérieur, il est sanctionnable, bien sûr. Donc vous nous appelez et c'est nous qui gérons tout ça. Alors, pour Merci. la dernière clause, qui me semblait intéressante dans une pharmacie, c'est, évidemment la 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 possibilité, enfin le risque de vol des produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques et des espèces, hein. Moi, j'ai eu plusieurs fois le cas de pharmaciens titulaires qui m'ont appelé pour des licenciements pour ce cadre-là. Heu, Sans règlement intérieur, évidemment, ces faits sont sanctionnables, hein, ça ne pose absolument aucune difficulté, à condition de pouvoir le démontrer. Et alors c'est là où justement le règlement intérieur va pouvoir jouer son rôle. Si vous n'avez pas de règlement intérieur, il va falloir démontrer le vol, par tout moyen, notamment au moyen d'une plainte pénale avec peut-être une enquête, peut-être pas. Souvent classée sans suite parce que le procureur de la République, est débordé, auprès de votre tribunal judiciaire. Donc c'est très compliqué d'avoir des preuves et vous ne pourrez pas fouiller votre salarié. Ça ne sera pas possible. Voilà. Le règlement intérieur vous le permet. Il Mmh. permet cette fouille, alors avec les mêmes garanties que, l'éthylotest, et les tests antidrogue, c'est-à-dire en présence éventuellement d'un témoin, avec évidemment une possibilité de fouille dans des endroits qui sont caractérisés par le règlement intérieur. Vous pouvez fouiller, dans les armoires de vos salariés, et si vous n'avez pas mis dans votre règlement intérieur que vous pouviez fouiller son véhicule personnel, bah, c'est mort. Donc, d'où l'intérêt, encore une fois, d'être particulièrement précis et minutieux dans la rédaction des clauses. On a une super bonne question, Medjaboulé. Dans le cas d'un nouveau titulaire, est-ce que le Mmh. nouveau, règlement intérieur fait office, ben, de fait fi finalement du passé et ça recommence, Alors, le toujours? règlement intérieur édicte des règles générales et permanentes au sein de l'entreprise, ce qui signifie que quel que soit l'employeur qui passe, heu, monsieur Dupont, monsieur Jaboulet, madame Fontaine, reprennent la pharmacie successivement, le même règlement intérieur va s'appliquer, de toute façon. Mais si en fait un nouveau titulaire arrive, il n'y avait pas de règlement intérieur, Beh, oui, le nouveau titulaire, est-ce que le oui. nouveau titulaire peut sanctionner, si ou licencier s'il y a non-respect du règlement intérieur? C'est là. Ah bah, s'il y a pas de règlement intérieur, il risque pas de licencier sur la base d'un règlement qui n'existait pas. Il Mais va sur pouvoir et donc ça recommence à zéro ah en quelque ah sorte. bah, oui, mais par contre, il va pouvoir l'avantage du règlement intérieur, c'est que vous pouvez le mettre en place sans l'accord des salariés. Vous avez même pas besoin de vous justifier. D'où la notion entre guillemets de «déresponsabilisation» de l'employeur. Dire: «Attendez, moi le code du travail me permet de mettre en place un règlement intérieur. Dedans, je mets pas ce que je veux, c'est prévu par le code du travail». La raison aussi pour laquelle il s'impose à tous. Ben voilà, maintenant c'est comme ça. Il a été visé par l'inspecteur du travail, je l'ai déposé au conseil de prud'homme, je l'ai affiché dans l'entreprise, tout le monde le connaît, tout le monde doit le respecter, point barre. J'ai même pas besoin de justifier, la raison du pourquoi, du comment, j'ai pris, et j'ai mis en place ce règlement intérieur.
On parlait d'outils de management en introduction, mais Djaboulé, les employés aiment aussi connaître le cadre, aiment savoir les limites. C'est aussi rassurant, c'est aussi un outil de justice, j'ai envie de dire, pour la cohésion d'équipe. Donc là, on a beaucoup parlé de sanctions, mais c'est aussi très positif en réalité parce que les règles sont les mêmes pour tout le monde et voilà, ça donne un cadre. Exactement. Là, on va devoir terminer bientôt. On a 2 questions. Est-ce que vous proposez un modèle de règlement intérieur? Je pense qu'on en a parlé Alors, précédemment. j'ai pas de modèle, je m'adapte, chaque client qui m'appelle pour rédiger un règlement intérieur, je vais lui poser plusieurs questions sur son organisation interne et cetera et je vais lui rédiger un règlement, sur mesure. Heu, il y a des clauses que je reprends systématiquement. Les clauses harcèlement, lanceur d'alerte, évidemment, je vais pas les adapter puisqu'elles ne sont pas adaptables. Ça va être tout le reste, en revanche. Et on avait une question précédemment, un approximé du coût, à peu Un près? rè un règlement intérieur, alors vous savez que les honoraires des avocats sont libres. Vous pourrez trouver tous les prix à mon avis. Au sein de mon cabinet, ils sont facturés 1 500 € hors taxes OK. et je pense que vous pouvez avoir autant de prix que d'avocats, c'est-à-dire vous pouvez avoir 80 000 prix en France, quoi. Vous pouvez avoir j'ai vu des règlements intérieurs, facturés, 3 000 4 000 €, j'en ai vu à 800 €, en fait, tout dépend déjà du travail que vous allez fournir. Oui, c'est ça. Moi, c'est même pas une moyenne, mais j'ai des pharmaciens qui ont été hyper exigeants sur la qualité rédactionnelle du règlement intérieur. Bah, plus on passe de temps, plus c'est cher, heu Mmh. et plus le document a de la valeur évidemment, mais je dirais qu'il faut être raisonnable et en général entre 1 200 et 1 500 € hors taxes, vous avez un très bon règlement intérieur. Parfait. Il nous reste encore 3-4 minutes. J'ai une question intéressante aussi. On a parlé du cadre. Au niveau de la problématique, on arrive donc au jour J avec notre règlement intérieur bien décidé à le mettre en place. Ça peut créer un froid en réalité J'ai avec vu les. cette question passer, oui. J'ai Oui, vu cette question ça passer. ça crée ambiance. Bah, Comment non. peut se faire l'annonce justement pour que ça soit très positif, ce qui est une démarche positive, comme je Alors, l'ai dit plus tôt? moi, je pense qu'il faut pas avoir honte de son pouvoir de direction déjà, quand vous êtes employeur. Vous êtes employeur en disant: «Écoutez, voilà, le code du travail, c'est ce qui régit nos relations» et je pense qu'il faut être très légaliste en disant: «Écoutez, voilà, afin que tout le monde, vive sur un pied d'égalité au sein de cette pharmacie, que tout le monde, on puisse appliquer les mêmes règles à tout le monde, quelles que soient ces règles, que ce soit des sanctions, que ce soit des conseils, le code du travail nous permet, de mettre en place un règlement intérieur. Sachez que ce document-là, je parle à la place du pharmacien, hein, sachez que ce document-là, est validé par l'inspection du travail, vous pouvez parfaitement les interroger. Il est publié, au greffe du conseil de prud'homme, je le mets en place au sein de la pharmacie, il est parfaitement transparent et les clauses qui sont indiquées dedans sont des clauses obligatoires. Voilà, je peux pas mettre ce que j'ai pas pu mettre ce que je voulais dans ce règlement. J'ai pu mettre uniquement ce qui est prévu par le code du travail. Et puis, bah, après, sur les susceptibilités des uns et des autres, ça va durer qu'un temps. Je dirais, s'il y en a qui se froissent, à la fin, je vous le dis, il ne faut pas avoir honte de son pouvoir de direction en disant, mais en fait, j'applique ce règlement intérieur au sein de ma pharmacie parce que je suis l'employeur. Donc, en fait, si vous avez vraiment de la résistance et de l'opposition, au bout d'un moment, il faudra dire, écoutez, de toute façon, c'est comme ça. Pas autrement. On parle des équipes en place. Au niveau du recrutement, parce que je pense que c'est une question qui pourrait venir, c'est-à-dire qu'avant de signer le contrat de travail, je vous avise, mon futur candidat, voici notre règlement intérieur. Est-ce que vous adhérez finalement en amont de la signature du contrat de travail? Ça peut nous éviter plusieurs ennuis, non? Est-ce qu'on peut s'en servir euh, ben, comme check préalable à l'embauche? Alors, de toute façon, moi, je conseille au plus tard, au jour de la signature du contrat, de remettre au salarié une copie du règlement intérieur. Ouais. Moi, c'est ce que tous mes clients font, hein, ils le mettent, ils le portent à la connaissance du salarié embauché. Au jour où il Ou signe son avant contrat. l'embauche, peut-être non, parce que ça évite peut-être certains tracas au préalable. C'est-à-dire que si Vous pouvez le mettre avant l'embauche, mais très sincèrement, un règlement intérieur,
de votre entreprise qui se trimballe dans la nature alors que le salarié n'est pas embauché, il ne le sera peut-être jamais, moi, ça me gêne un petit peu quand même. C'est-à-dire que finalement, alors bon, on n'est pas obligé de mettre le nom de la pharmacie dessus, hein, ça c'est clair, mais voilà, vous avez un document que vous avez acheté, que vous avez déposé, vous avez travaillé dessus. Bah, je trouve ça assez gênant qu'il se trimballe dans la nature. Alors après, votre salarié, de toute façon, encore une fois, euh, s'agissant d'un document normatif, d'une espèce de loi ou de constitution de votre entreprise, de toute façon, il s'applique, hein. Il n'y a pas, il y a pas un problème d'adhésion ou de pas adhésion, hein. Il s'applique automatiquement, quoi. Et les clauses ne sont pas violentes, hein. Elles sont justement complètement générales Mm. et sur les sanctions, en tout cas, et les interdictions, ce qui fait que personne ne peut se sentir visé, c'est pas possible. Oui, mais et ça a le mérite, dès le départ de la relation de travail, de mettre les choses Ouais. claires. Ça évite des problèmes par la suite. Donc, on va prendre une dernière question. Après, on va devoir terminer. Un salarié qui régulièrement s'oppose au pouvoir de direction. Ça, c'est des belles questions RH. En ne respectant pas dans le délai de prévenance une modification des horaires de travail due au congé de maladie, est-il conseillé de le valider avant dépôt? Ah non, c'était 2 questions. Donc ça, Yann, je crois que ça, c'est plus des questions de bonne gestion que du règlement. Le règlement intérieur va rappeler à ce salarié-là les règles de discipline et donc les sanctions auxquelles il s'expose. Mais on ne Ouais, peut pas mettre dans le règlement intérieur une clause spécifique sur le respect des délais de prévenance en cas de modification des horaires de travail ou des congés. Ça, c'est de la vous avez gestion au quotidien. soit le code du travail le règle, soit le contrat de travail le règle. Dans les deux cas, soit la convention collective d'ailleurs. Ouais, Mais si votre salarié, la convention collective dit qu'il a un mois pour poser ses congés avant son départ en congé et qu'il ne le fait pas, alors soit c'est rappelé par note de service, soit dans le contrat de travail, soit oralement, et que systématiquement il ne le fait pas, évidemment c'est une faute et nul besoin que ce soit prévu par le règlement intérieur pour le sanctionner. mm. Je vais abuser avec une dernière question. Franchement, vous avez vraiment des bons points. Est-ce qu'il est conseillé de valider le règlement intérieur avant le dépôt auprès des Alors, salariés? De le en faire, termes de, j'en comprends un peu plus. oui, moi je trouve ça assez pragmatique et finalement assez sain. Si vous Mm. avez, j'allais dire, si vous avez une bonne ambiance sociale au sein de votre pharmacie, c'est-à-dire Oui, que ça se passe plutôt bien. oui, Oui, dire voilà, j'ai fait un règlement intérieur, je viens de l'envoyer à l'inspection du travail pour validation, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez déjà un climat social délétère et vous savez que vous allez avoir des ennuis, je me dis, mais c'est pas la peine. Vous tendez le bâton pour vous faire battre oui, et ils vont vous ennuyer en vous disant mais moi je mettrais plutôt cette clause, alors qu'ils n'y connaissent rien et qu'ils vont vous demander de rajouter des clauses qui ne peuvent pas être rajoutées dans un règlement intérieur. Donc oui, vous allez partir dans un débat sans fin euh, qui va vous prendre des heures et des heures d'échanges verbal ou de négociation pour arriver à un truc où votre avocat va vous dire mais on peut pas. On peut pas, je peux pas mettre cette clause ou je peux pas enlever celle-ci, c'est pas possible. oui. Donc, Donc attention à ça, quoi. ça dépend du contexte de la Ouais, ça dépend d'ambiance au sein de la pharmacie, en fait. Medjaboulé. Si nos titulaires veulent vous contacter par la suite pour des questions, on va avoir vos coordonnées. Ouais, Je pense qu'il va peut-être avoir une suite. En tout cas, je sens beaucoup de questions. Puis les aspects RH, droit du travail, ben, c'est la raison pour laquelle on vous a invité, Medjaboulé. On le sent de la part de nos titulaires, hein, que c'est pas toujours évident à gérer. Donc, vous aurez les coordonnées de Maître Jaboulé et si vous avez des suggestions de sujets RH que vous souhaiteriez que l'on traite, ça sera avec grand plaisir. J'ai vu une demande sur justement approfondir un peu les notes de service Medjaboulé. Ça peut être aussi la gestion de la discipline alors, c'est pour être. c'est très intéressant, d'autant qu'une note de service, attention, si vous la rédigez comme un règlement intérieur, elle a la valeur d'un règlement intérieur. Mais dans ce cas-là, elle doit accomplir les mêmes formalités de dépôt et de publicité. Donc c'est pareil, attention à ce qu'on rédige dans les notes de service et dans les règlements intérieurs. Encore une fois, le règlement intérieur, c'est le cadre général, la Mm. constitution de votre société, comme nous, notre constitution de 58 pour l'État français. Et après, les notes de service viennent régler des problématiques un peu plus précises. OK. Bon, on a une demande, une conférence sur la rédaction des contrats de travail. Si vous êtes partant, M. Jaboulé, Avec plaisir.
Bon, ben merci à vous. Passez une très, très belle journée. Ça a été un Merci à plaisir. tous. Merci pour vos questions qui étaient pour la plupart pertinentes et passez tous une bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.